Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour au Paris Zéro Carbone en direct de l'Hôtel de Ville de Paris. Le compteur tourne, nous sommes à J-596 des Jeux Olympiques et à -J629 des Jeux Paralympiques. Je vais me tourner d'abord vers vous, Georgina Grenon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'excellence environnementale justement pour les JOP. Toujours bien dire les JOP, hein, soyons inclusifs vraiment jusqu'au bout. Les JOP donc, seront les premiers alignés avec les accords de Paris de décembre 2015. Concrètement, comment vous allez faire pour rendre ces jeux climato-compatibles ? Merci de me poser cette question, parce qu'en fait, c'est pas comment nous allons faire, mais plutôt comment nous faisons. Et comment nous faisons depuis la candidature. Parce que, effectivement, pour pouvoir s'adapter aux besoins de l'accord de Paris et aux nécessités d'une opération à moins bas carbone, il a fallu prendre des décisions très tôt. C'est-à-dire, par exemple, prendre la décision de ne pas construire ou construire très très peu. Et sur ça, nous partons sur 95% d'infrastructures existantes ou temporaires, et ça nous permet en fait de réduire, déjà d'éviter des émissions dès la conception. Si on rajoute le fait que le peu qu'on construit, on le fait bas carbone, avec des moyens de construction bas carbone, et ben ça nous permet encore de réduire davantage. Et puis, on travaille sur l'ensemble des besoins des jeux pour réduire davantage les émissions. L'énergie, on est sur 100% renouvelable. La restauration, on réduit par 2 le poids carbone d'un repas des jeux. Donc un repas des jeux aura la moitié d'impact carbone qu'un repas moyen français. Et ça sort pas d'un chapeau. Et concrètement, comment on fait pour ça ? Comment on fait pour ça ? C'est déjà, on double la quantité des végétales dans l'assiette. Il faut le faire. Il faut aller chercher ça. On se source plus localement, on se source plus en France. On est à 80% de sourcing français, dont 25% à 250 km autour des sites. Donc forcément, vous n'allez pas manger la même chose à Marseille et à Lille. Donc, ce qui nous permet aussi de donner au territoire l'opportunité de partager ce qu'ils savent faire de mieux. On réduit aussi la quantité des plastiques à usage unique. Et puis, évidemment, on travaille sur la réduction du gaspillage alimentaire. Donc, tout ça ensemble fait qu'on pense être en mesure de livrer des repas avec la moitié de part carbone, qui est la demande de l'accord de Paris aussi. Je veux dire, tous les Français, on va devoir tous s'aligner sur ça plus tard. Donc, autant avoir au jeu une espèce d'avant-goût de ce qui nous attend plus tard. Et ça, vous allez aussi pouvoir le faire grâce à des partenaires. Je pense à Catherine Lescure, que vous connaissez bien dans les événements de la Tribune, ancienne directrice d'EDF Grand Paris, Île-de-France, et désormais directrice de la communication et de la RSE d'Enedis. Vous allez investir justement pour raccorder les sites au réseau d'électricité. C'en est fini des groupes électrogènes diesel qui polluent, pour ne pas dire autre chose, et qui font du bruit ? Oui, alors bonjour à toutes, bonjour à tous. On est extrêmement engagé aux côtés de Paris 2024 pour qu'effectivement ces Jeux laissent une empreinte carbone durable. Et c'est vraiment ça qui nous a, mobilisés depuis très longtemps d'ailleurs, aux côtés de cette candidature de Paris et maintenant dans la préparation des Jeux, pour faire en sorte que les sites qui vont accueillir des compétitions olympiques et paralympiques soient directement raccordées au réseau de distribution. Alors elles le sont dans leurs usages quotidiens, évidemment, mais quand il y a des grands événements sportifs, elles fonctionnent effectivement sur des groupes électrogènes, donc qui utilisent du diesel. Et par exemple à Londres, pour les Jeux de Londres, c'était 4 millions de litres de diesel qui ont été envoyés dans la nature. Donc, on a un réseau de distribution qui est hyper fiable en France, qui fonctionne tout le temps à 99,99% du temps. Et donc, on s'est dit que la meilleure façon, c'est de contribuer à notre échelle et pour laisser en héritage quelque chose, c'était de renforcer l'alimentation de ces sites. Donc, il n'y a rien de révolutionnaire, hein, c'est vraiment des techniques qui sont totalement éprouvées, mais qui vont nous permettre, notamment sur les grands stades, d'avoir des doubles raccordements, ce qui va permettre de, s'il y a une ligne qui pour un incident ne fonctionne pas, eh bien une autre ligne prendra le relais. Et je ne sais pas si vous savez combien ça peut permettre de réduire du coup l'empreinte
carbone, mais ça permet de diviser par 10 notre contribution, rien qu'en alimentant ces sites olympiques et paralympiques au réseau. Et d'ailleurs, on fait beaucoup de travaux sur Paris, mais aussi là où il y aura des sites de compétition, mais sur Paris, par exemple, au Trocadéro, c'est déjà le cas maintenant, ou Place de la Concorde, eh bien, on amène des branchements qui sont là pour les événements qui arrivent, qui se déroulent très très souvent à Paris, et qui permettent non pas d'utiliser des groupes électrogènes lorsqu'il y a ces événements, des défilés, des grandes compétitions, mais d'être directement raccordés au réseau électrique. Très bien, mais justement, je retourne celle qui nous apporte l'électricité et que vous ensuite vous distribuez. Donc Emmanuel Assmann, vous êtes responsable du management du projet Paris 2024, donc au groupe EDF. Vous étiez, il faut le rappeler quand même, président du comité paralympique et sportif français à Lima en 2017. Et ça, c'est quand même... vous avez dit, bon... Vous dites qu'il ne faut pas trop valoriser les sportifs comme des héros, mais c'est quand même héroïque. Vous êtes médaillé de bronze en épée par équipe à Athènes en 2004. Donc, l'électricité sera-t-elle 100% verte? C'est quand même, on est un tableau sur le Paris zéro carbone. Donc, il y a Georgina qui me regarde. Mais oui, bien sûr. Oui, parce qu'on vient d'ouvrir une centrale à charbon, donc on ne sait jamais si on a malentendu. Elle le disait, finalement, c'est un effort collectif, ou en tout cas un engagement collectif, et ça se fait avec les partenaires, à chacun dans notre savoir-faire et dans notre expertise. Donc on va fournir les sites et les épreuves. On le fait déjà avec le siège du COJO, donc, qui accueille, je crois, maintenant à peu près 1000 salariés, je crois, avec justement un lien entre la production et la consommation. Donc c'est relié sur un champ éolien qui est dans la Manche. Et donc, on a un traçage avec une concomitance entre la production de ce champ et la consommation du siège du COJO. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de reproduire pour tous les sites d'épreuves, mais aussi les sites qui seront animés pendant les Jeux. Et c'est vrai que ce qui est important, moi, je pense, dans la responsabilité, c'est aussi de repenser à ces deux jambes un peu de la responsabilité sur l'engagement de durabilité environnementale, mais aussi la partie inclusion. Et du coup, ces Jeux, ils sont aussi, on le rappelle, des Jeux olympiques et paralympiques, donc pour tous, et avec cette forte visibilité aussi qu'on a envie de mettre, nous les partenaires, sur la partie paralympique. Oui, et justement, comment on peut faire en sorte, peut-être que je vais me jeter des pierres avant l'heure, mais comment pour en parler davantage des Jeux paralympiques? Si on veut vraiment être inclusif, il faut l'être aussi dans les médias. Je pense que ça fait partie un peu des choses qu'on essaye de faire, c'est de beaucoup parler aussi des Jeux paralympiques, parce qu'à chaque fois on dit les Jeux olympiques, il y a les Jeux paralympiques dedans. Ça va toujours mieux en le disant. C'est pour ça que j'ai dit JOP, j'ai bien insisté sur JOP. C'est ça. Nous à EDF, on s'est dit, on va dire qu'on est partenaire paralympique et olympique. Rien que le fait de changer le sens, en fait, ça interpelle. Et l'intérêt, il est d'interpeller. Ce qu'on a envie, c'est que les Français, mais aussi tous les gens qui auront envie de venir voir les Jeux, ils n'aillent pas uniquement voir la partie olympique, mais aussi la partie paralympique, qu'on montre, qu'on sensibilise. C'est vrai que je le disais aussi, les sportifs, ils sont aussi porteurs de cet engagement de se dire on a envie d'une société où chacun a sa place. Moi, je le sais que, peut-être mon vécu, il est que le sport m'a permis de mieux accepter mon handicap, mais aussi m'a permis de mieux m'intégrer dans la société. Parce que quand on est sportif paralympique, c'est plus simple. Peut-être que ça enlève des peurs pour les gens. Donc nos sportifs, ils vont dans les écoles pour pouvoir parler justement de ce handicap qui n'est pas forcément un frein à la performance, qui est pas un frein à l'inclusion professionnelle. Et je pense que tous les partenaires Paris 2024 ont envie aussi de jouer un rôle dans ce changement de vision de société plus inclusive. Pierre Rabadan, je ne connais moins votre palmarès et votre parcours, m'en voulez pas, mais je ne sais pas non plus si le sport vous a mené à la politique. Peut-être, si, un petit peu. Beaucoup. Et donc, parce que vous êtes adjoint à la maire de Paris, chargé du sport et des Jeux Olympiques et Paralympiques, comment la ville de Paris prend-elle à son échelle tous ces enjeux de durabilité et d'inclusion? Je crois que ces enjeux, ils sont dans son ADN politique, j'allais dire déjà. Et effectivement, on s'est servi déjà de la phase de candidature, puis depuis que nous avons la chance d'avoir enfin obtenu l'organisation des Jeux paralympiques et olympiques, en fait, de se servir de cette opportunité-là pour accélérer un certain nombre de transformations. Ici, transformation urbaine ou transformation de la vie quotidienne des Parisiens et des Parisiennes, mais plus généralement des Franciliens et des Français.
Ici, on a un joli cercle vertueux. Emmanuel fournit l'électricité, vous la distribuez, Georges Genève va l'exploiter pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et nous, finalement, la ville, on va se servir de ce cercle vertueux qu'on a construit pour l'utiliser dans le quotidien des Parisiens. Sur de l'événementiel, vous l'avez très bien dit, équiper aujourd'hui des sites qui servent quasiment, j'allais dire quotidiennement, c'est pas le cas, mais à de très nombreuses reprises dans l'année, plutôt que de venir y mettre des générateurs, d'avoir une installation pérenne est évidemment essentielle dans la réduction de l'empreinte carbone et aussi sur des équipements qui ont l'habitude de recevoir des événements, mais qui n'étaient pas toujours mis aux dernières normes ou avec un dispositif qui permette de réduire notamment l'empreinte environnementale. Je pense par exemple à l'Accor Arena qu'on va raccorder au réseau de froid parce que les températures montent et quand vous faites un concert en plein été et qu'il y a 15 000 personnes, eh ben, il fait 32 degrés à l'intérieur et c'est pas possible. Donc forcément l'expérience n'est pas Vous allez relier au CPCU possible. du coup? Exactement. Alors ça s'appelle Fraîcheur de Paris. Ah oui, pour c'est le vrai. froid. Oui, ça, Vous avez changé de c'est concessionnaire. l'équivalent de CPCU Oui. pour le froid en fait. C'est ça. Donc voilà, c'est une des opportunités des Jeux. On s'en sert sur bien d'autres choses. La baignade en Seine, par exemple, est un... Elle sera assez chaude. Alors, elle sera assez chaude, vous m'avez dit. Oui, Je pense qu'on n'aura pas de problème de Oui, température. Alors, c'était plutôt la qualité Mais oui, qui bien était sûr. problématique. C'est Et les Jeux permettent de nous donner une échéance qui a servi à concentrer les investissements et les implications d'un certain nombre d'acteurs administratifs et politiques qui mettent parfois du temps à s'accorder à des objectifs communs. Et ici, on a concentré un certain nombre d'investissements majeurs qui vont permettre d'avoir une qualité d'eau suffisamment bonne, non seulement pour y faire les épreuves pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais aussi pour y faire des baignades et des lieux de rafraîchissement après les Jeux, qui est quelque chose qu'on entendait beaucoup depuis de nombreuses années, mais là on y arrive et les résultats sont tout à fait favorables en ce sens. Quand est-ce qu'Anne Hidalgo va se baigner dans la Seine? En 2025 au plus tard. Moi, je l'ai déjà fait pas plus tard que dimanche. Où ça? Dans la Seine. Oui, mais on va voir les images. Ouais, vous pouvez. On a vu Cécile Duflot, on n'a jamais vu Jacques Chirac. J'ai descendu la Seine en paddle et il m'est arrivé de tomber. Donc, et vous êtes avec nous, donc c'est que ça va. Voilà, tout va bien. Ça fera non, mais plus globalement, voilà, d'abord on s'est mis collectivement des ambitions environnementales importantes et qui nous semblaient indispensables. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite faire avec Paris 2024, c'est créer une nouvelle norme environnementale et ambitieuse sur les grands événements. Alors celui-là est le plus grand, mais à minima, on se dit si on y arrive pour le plus grand, donc je pense que Georgina l'a dit, 55% d'émissions de carbone en moins par rapport à Londres. Après, pour nous, et notamment c'est ce qu'on fera à Paris après 2024, les organisateurs d'événements ne pourront pas nous dire on peut pas le faire. Ce n'est pas possible. Si on a réussi à le faire pour le plus grand événement, les autres événements sportifs mais autres devront aussi prendre ça comme un impératif d'organisation. Donc ça, c'est un des effets positifs des Jeux. Voilà, on veut être exemplaire autant que faire se peut sur un événement, le plus grand événement du monde. On n'a jamais organisé d'événement équivalent en France, tant par son ampleur que sa complexité par ailleurs, parce que la nouvelle norme de jeu que l'on veut faire est plus complexe. On vient dans les cœurs de ville, on sort des stades, on vient, vous l'avez dit tout à l'heure, on vient amener des sites de compétition sur la place de la Concorde, sur les Invalides, sur le Champ de Mars. Voilà, on s'est donné un certain nombre de défis qui, en plus de l'impact environnemental réduit qu'on veut, nous amène à une certaine complexité. Mais on l'assume parce que c'est ce que l'on veut faire. On veut se servir de cet événement pour créer et donner, inspirer à ce que l'ensemble des organisateurs d'événements sportifs et autres se conforment aujourd'hui à cet impératif de réduire l'empreinte environnementale. C'est une nécessité. Est-ce que vous allez mesurer les scopes 1, scope 2, scope 3, les émissions donc directes, indirectes et amont-aval, justement pendant les Jeux? D'ailleurs, Ah. Si, ça marche.
Parlez bien D'ailleurs, comme ça. on l'estime depuis la candidature. Oui, c'est ce que vous disiez, mais sur le moment T. Non, quoi. bien sûr, mais c'est pas juste au tout début, on fait une estimation et puis on vient de mesurer à la fin. En fait, ce qu'on fait, c'est une nouvelle méthode. C'est tous les ans, on récalcule à la fois ce qu'on a déjà émis, sachant que c'est très peu ce qu'on a déjà émis, parce que les grosses de ces émissions, il arrive 23-24. Et donc, du coup, on réestime pour voir si on reste dans la limite qu'on s'est auto-imposée. En fait, on s'est donné un montant d'émissions qu'on ne souhaite pas dépasser. Et cette gestion par les climats, en fait, c'est aussi une nouvelle façon de gérer un événement. C'est-à-dire, on a créé des limites à ne pas dépasser pour chaque direction. Je vais vous parler de la restauration, par exemple. La restauration, on doit la livrer 13 millions de repas, quand même. On doit la livrer avec un budget financier, mais aussi avec un montant d'émissions à ne pas dépasser. Donc le budget carbone va avec la comptabilité financière. En quelque sorte, en fait, cet alignement n'existait pas aujourd'hui. D'ailleurs, on a cherché à avoir, par exemple, un SCAP carbone, on ne l'a pas vraiment trouvé. Et c'est pour ça qu'on a développé un système qui est unique, je veux dire, qui est les nôtres, qui nous permet de faire, en fait, ces traçages tous les ans, de la même façon que vous regardez un peu ce que vous avez dépensé. Ben, nous, on le fait pour le carbone. Et ça nous permet de faire un vrai suivi et de pouvoir travailler avec chaque partie prenante de l'histoire de Paris 2024 sur comment maîtriser les émissions. Certaines, on les réduit davantage, d'autres, ils vont dépasser. L'histoire, c'est qu'il faut que ça se compense d'un côté et de l'autre pour qu'on reste dans notre ambition, justement, de réduire ces émissions. Pour l'instant, ça marche très très bien. Et c'est cette méthode aussi qu'on souhaiterait laisser en héritage des Jeux pour que on ne dit pas juste on vient après l'événement mesurer ce qu'on a fait et oups, peut-être on va compenser. C'est plutôt de faire une gestion climatique aussi de l'événement. Merci. Catherine, je me tourne vers vous pour le volet inclusion, puisque vous êtes aussi directrice de la RSE et pas seulement de la communication chez Enedis. Comment cet enjeu, il ne suffit pas d'afficher partenaires olympiques et paralympiques, comment vous prenez cet enjeu d'inclusion à bras-le-corps au sein de chez Enedis ? Alors, la RSE, elle est un peu au cœur de notre projet d'entreprise. C'est un projet industriel et humain avec une ambition très forte à la fois sur la planète, sur les femmes et les hommes et sur les territoires. On est une entreprise de territoire, on est partout dans la vie des responsabilité Français. territoriale. Voilà, donc on a une vraie parler. responsabilité sociale, sociétale, environnementale. Alors peut-être dire déjà sur la façon dont on va mener nos travaux, par exemple. De plus en plus, on s'efforce d'utiliser des engins, par exemple, électriques sur nos chantiers. Mais aussi, on teste des groupes électrogènes qu'on appelle zéro émission, qui sont sur batterie, qui en général stockent de l'électricité renouvelable et qui sont utilisés quand il y a des chantiers, quand il y a des travaux ou en cas de tempête. Et on sait que demain, dans les zones à faible émission, nous ne pourrons plus utiliser de groupes qui utilisent du diesel. Et quand il y a des travaux ou des tempêtes, on est bien content de les avoir aujourd'hui. Donc ça nous aide à préparer tout ça. Et on s'est dit qu'avec les Jeux, c'était une façon aussi d'accélérer et de mobiliser l'ensemble de nos salariés sur le sujet. Et puis sur la dimension plus sociétale, inclusion, on travaille par exemple avec l'association Les Canaux sur un accompagnement auprès des TPE-PME pour les aider à faire leur bilan RSE. Parce qu'on sait que demain, les contraintes vont être de plus en plus fortes pour toutes les entreprises de notre écosystème pour qu'elles répondent à des exigences environnementales et sociales. Donc les grandes entreprises, en général, elles ont les moyens de s'organiser pour ça. Les plus petites entreprises, c'est plus compliqué pour elles parce qu'elles n'ont pas forcément les ressources pour le faire. Et donc on a des parrains, des mentors en interne, des coachs qui vont accompagner des petites entreprises. Donc on en a déjà identifié 250. Donc ça c'est sur l'ensemble du territoire. Et on va les accompagner pour faire leur bilan RSE et pour les aider à faire leur plan d'action. Voilà, donc beaucoup de sujets aussi de laisser en héritage parce que nous on est service public. Les investissements qu'on fait là autour des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est en gros 100 millions d'euros. C'est 8000 chantiers sur l'ensemble du territoire national. Et ce qu'on veut, c'est que demain, effectivement, quand il y a un événement
de grande ampleur, qu'ils soient sportifs ou pas sportifs, ils viennent se brancher au réseau de distribution. Et ça veut dire énormément de travail avec les associations, avec les médias, pour rassurer, pour changer le rapport de l'événementiel à cette notion d'électricité qui doit être évidemment absolument présente quand il y a un événement qui est retransmis mondialement. Comme la Coupe du Monde de rugby qui va arriver quelques mois avant. Exactement, donc il y aura par exemple, le Stade de France sera à ce moment-là équipé, puisque les travaux sont en cours et se termineront au premier semestre, et donc typiquement la Coupe du Monde pourra être raccordée directement en électricité sur le réseau. Il y aura mieux qu'au Qatar. Je me permets de compléter, il y aura aussi on parle de rugby, bien sûr, pas de foot. Le village de la Coupe du Monde de rugby sur la place de la Concorde, qui sera un site olympique aussi en 2024. Donc voilà, là aussi on a des enjeux directs. Et peut-être juste avant de vous laisser enchaîner, parce que vous avez fait une petite allusion à la Coupe du Monde actuelle, je crois que la question qui se pose aussi... De foot. Là, c'est on parlait de la Coupe du Monde de rugby. Mais ce qui se pose, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est capable d'inventer un nouveau modèle de grands événements plus responsable, plus acceptable socialement, pour que ceci ne s'arrête pas au regard de l'évolution actuelle. Et je pense que c'est ce pari qu'on a aussi pris dans la phase de candidature. On a eu aussi des assurances, des engagements du CIO. On a besoin de transformer ce modèle. Ces événements, à mon sens, ne doivent pas s'arrêter. On doit continuer à réunir le monde, à mettre en avant certaines valeurs. Mais pour ça, il faut inventer un modèle d'événement responsable. Et je crois que c'est le pari de Paris 2024. Je vais donner quand même aussi la parole à Emmanuel, qui a parlé qu'une fois pour l'instant. Emmanuel, justement, est-ce qu'il y aura assez d'électricité pour les prochains événements ? Oui, moi je n'ai pas de doute, mais justement on essaye aussi d'agir sur les infrastructures pérennes, donc ce qui va rester après les Jeux, et notamment le centre aquatique avec une canopée solaire, du coup qui pourra produire 20% de la consommation. Pour l'autoroute 1, hein. Voilà, il y a la passerelle qui a été amenée il n'y a pas longtemps, c'était assez impressionnant. Mais pareil aussi sur le pilotage intelligent de la consommation de l'énergie pour le centre, la nouvelle Arena de la Chapelle. Oui. Donc c'est vrai aussi que ce qu'on veut, c'est mieux consommer. Et donc pour ça, les infrastructures pérennes, on s'y implique avec nos filiales. Donc il y a EDF ENR, Dalkia, qui travaillent aussi sur les infrastructures pérennes. Et je crois que l'important, c'est ce que tu disais, c'est qu'on a envie, nous, de défendre un modèle qui soit un nouveau modèle. On a vécu, je pense, des compétitions où on n'était pas sur l'objectif qu'on se donne. Je pense qu'il ne faut pas opposer le sport et les grands événements sportifs à une vision d'un monde plus durable, mais vraiment de se dire que tous les acteurs ont envie de s'y impliquer. Nous, on voit avec le team EDF, les athlètes, ils sont aussi prêts à s'engager pour ça, ils sont prêts à défendre des choses et ils sont prêts aussi à participer. Tu le disais, moi ça m'a marqué comme dans la restauration, dans le village des athlètes, les athlètes, ils ont envie de pouvoir trier leurs déchets, ils ont envie de pouvoir vérifier que ce qui se passe, c'est pas complètement à côté de ce qu'ils portent comme valeur. Donc je pense que les athlètes sont aussi là pour défendre ce nouveau modèle et les partenaires aussi en s'impliquant pour trouver des solutions en fait. Et oui, Danone, ça permet aussi de créer beaucoup de fierté en interne pour nos salariés. Là, on est en train de réaliser une vidéo de vœux pour le début d'année prochaine et on a interrogé des salariés et certains ont dit que l'événement qui les avait marqués de l'entreprise cette année, c'était qu'on soit devenu partenaire des Jeux. Donc c'est formidable. Après, les sportives et les sportifs sont aussi les meilleurs ambassadeurs des changements qu'on doit opérer, parce qu'ils touchent un très large public. Donc voilà, on a besoin aussi de leur engagement et de l'accompagnement de la transformation dont on parle tous ensemble aujourd'hui. Et Alain Bernard est parrain pour EDF, je crois. Il fait partie c'est un peu notre capitaine du team EDF, mais il défend aussi justement cette vision un peu de consommation durable et comment, pour les piscines, on trouve des solutions pour piloter cette énergie, parce qu'on voit bien les collectivités, elles ont vraiment cette
ce nouveau challenge de comment on fait pour moins consommer ou mieux consommer dans des infrastructures qui sont énergivores. Les finances locales explosent avec l'explosion des prix de territoires l'énergie. d'expérimentation pour toi, si tu veux, à Paris. Non, les explosions des prix, excusez-moi. On va y arriver. Georgina, elle essaie de prendre la parole depuis tout à l'heure. Non, mais Je vous la redonne après, Pierre. Par rapport à ce que Pierre disait tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre de choses qu'on fait en ce moment, on est déjà en train de les transmettre aux futurs organisateurs de jeux, que ce soit Los Angeles. Oui, ce que j'ai à Los Angeles, ça y est, les best practices sont déjà en cours de transmission. Les best practices, et plus que ça, hein, ça va jusqu'à des fichiers Excel sur comment Nous là, les pauvres. de choses. Donc, et ça, c'est intéressant parce que c'est les CIO qui répondent, c'est les organisateurs qui répondent. Et pour nous, c'est un moyen, en fait, de laisser aussi un héritage pérenne. C'est pas que le village olympique réversible, l'héritage, en fait. Ah ben, heureusement il y a aussi ça. Heureusement, il n'y a pas que ça, heureusement. Mais aussi dans les sports français, ça c'est un travail intéressant qu'on fait avec les ministères du sport. On a un club de développement durable avec les différents clubs et entités sportives qui souhaitent s'engager. Et pareil, une transmission permanente des meilleures pratiques, des notions d'achat, par exemple, d'achat plus responsable, d'énergie, des restaurations, sur chaque domaine nécessaire à la création d'un événement. Voilà, on essaye de transmettre et de laisser un héritage. On est Journée internationale du climat aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous a appris, vous, à la ville de Paris, sur la manière de faire les choses autrement, ces JO? Alors, ça nous a... C'est une question qui vient là. Non, mais ça nous a obligés à être sans doute encore plus exigeants, et notamment à une très grande échelle. Là, Paris est une très grande ville, hein, peut-être la plus dense d'Europe, la capitale de la France, la ville la plus dense d'Europe. Mais comme je le disais tout à l'heure, on n'a jamais eu l'opportunité d'organiser un événement d'une telle ampleur. Donc ça nous fait réfléchir à très grande échelle. Et comme je le disais, c'est une opportunité pour l'accélération de certaines transformations. Pas de panique. Je gère. Non, mais ils sont en retard à côté, et celui qui prend le relais, il finit d'animer à côté. Mais donc pour nous, c'est une opportunité aussi de voir ce qu'on doit faire à grande échelle pour le ramener à l'échelle de notre ville. L'exigence, et je le dis, hein, c'était une des conditions de notre engagement aussi dans la candidature de Paris comme ville hôte, nous a permis de pousser un certain nombre de sujets. Je l'ai dit, sortie du plastique à usage unique, requalification de l'eau de la Seine, voilà, accompagnement de la transformation de la restauration, y compris au sein de la ville de Paris. Donc un certain nombre d'exigences environnementales, adaptation de certains sites événementiels. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qui parle à la ville parce qu'on doit la transformer. Aujourd'hui, on a une ville très minérale, très dense, où le réchauffement climatique a des multiples conséquences sur le quotidien des gens, et on utilise l'opportunité des Jeux pour transformer des lieux, des quartiers, pour adapter mieux la ville à ce que l'on traverse et pour malgré tout continuer à vivre avec de nouvelles exigences. Donc c'est une opportunité pour nous, en tout cas on l'a vécu comme tel, et je le disais tout à l'heure et j'en finirai par là, on a des décisions majeures qui prennent parfois des dizaines d'années entre le moment où elles sont prises et le moment où elles sont opérées. Ici, on a un phénomène accélérateur majeur et on continue à le faire pour transformer la ville. On peut continuer à s'en servir. Merci. Les JO, c'est dans moins de 2 ans, mais la table ronde vient de se terminer. Merci à vous 3, mesdames, et merci à vous, Pierre. Merci. Merci.